Voilà, je suis Pierre-Yves Duvoy, le président de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Je voulais nous souhaiter la bienvenue pour cette belle journée consacrée à l'innovation. Vous savez, l'innovation, c'est un des 5 piliers, des 5 axes du projet stratégique de Cap Métiers. Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment au plus haut point. Alors, aujourd'hui, vous allez faire le point sur tout ce qui a été fait dans le domaine, dans le cadre du programme PIC Pact, effectivement, depuis 2019, oui, 3-4 ans. Voilà, donc beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'innovations se sont lancées, donc c'est peut-être le moment d'en faire le point, de le recenser, parce que l'objectif de cette journée, c'est quoi? C'est d'échanger entre professionnels, de faciliter les synergies, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Une fois qu'innovation apparaît comme intéressante, qu'elle a des effets, des résultats, il faut la porter, il faut la développer, il faut l'échanger, il faut pouvoir la partager. Voilà, donc l'objectif de cette table ronde et de ces ateliers, c'est bien ça, c'est bien notre sujet, parce que évidemment, la manière de s'adresser à nos publics doit changer, doit évoluer, doit bouger, parce que les publics changent, parce que leurs attentes sont différentes. Et donc, effectivement, consacrer un temps aux meilleures modalités pour essayer d'améliorer la performance de nos actions et d'être mieux compris et mieux entendu, c'est absolument essentiel. Et donc, moi, j'ai souhaité à la fois ouvrir cette journée, puis participer, écouter, parce que moi, je n'ai rien à dire de particulier, écouter les différentes contributions et aller dans les groupes de travail pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans ce domaine. Et c'est un sujet entre professionnels, entre ceux qui ont innové, ceux qui vont peut-être prendre la suite, ceux qui vont... Voilà, donc on va pouvoir rendre visible un certain nombre d'innovations, on va pouvoir les partager, on va pouvoir les développer. Et je voulais donc vous remercier d'avoir et d'apporter votre contribution pour cette belle journée qui s'annonce, je pense, très productive. Merci à vous et bon travail collectif. David. David, peut-être maintenant? Oui. C'est mon tour, vous C'est ton tour, m'entendez? David. Oui, vas-y. Merci. Merci, Président. Bonjour à toutes et tous. Et très heureux à minima, à défaut d'être avec vous. J'aurais bien aimé être avec vous pour la journée qui s'annonce effectivement passionnante. Je vous prie de m'en excuser, mais en tout cas, heureux de pouvoir vous saluer ce matin. Il y a une belle assemblée. Je vois ça par la petite lucarne, mais ça témoigne sans surprise d'une mobilisation importante autour de cette communauté finalement que vous constituez, peut-être sans forcément le mesurer, mais aujourd'hui c'est une occasion de le faire, de mesurer cette communauté des acteurs de la formation, de l'emploi, de l'orientation et de l'insertion qui se retrouvent autour de la thématique de l'innovation. Donc vous êtes tous partie prenante, sans peut-être, même sans doute, sans avoir attendu les capacités que nous nous sommes données ces dernières années à travers un certain nombre de champs d'expérimentation. Vous êtes tous porteurs d'innovation dans vos métiers respectifs et c'est une excellente occasion de venir partager ces ressources et ces compétences qui sont les vôtres. Donc je voudrais d'abord et avant tout remercier Cap Métiers d'organiser cette journée et d'assurer au quotidien la vie de cette communauté que vous représentez autour de la place. Donc merci à Charlène Pallard, merci à Corinne Lafitte et au président qui nous accueille aujourd'hui de permettre de faire vivre cette communauté. Je salue aussi, je remercie bien entendu les services de l'État et l'adresse représentée par Laetitia Tamarel, je crois, que j'ai aperçue à la tribune. Donc, puisque cet espace de la place, bien nommé, je trouve d'ailleurs au passage, est permis par un financement de l'État et on ne peut que se réjouir d'avoir cette ressource à notre disposition. Parce que effectivement la région, comme vous le savez, c'est aussi dans ses pratiques, dans sa manière de procéder que de faire vivre et d'organiser le dialogue. Donc, je crois que là, on a une bonne convergence d'intentions et de moyens qui sont donnés pour faire dialoguer les acteurs qui sont toujours les mieux placés pour savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y aurait à faire, avec bien entendu le soutien et dans les cadres qui sont proposés par les institutions qui financent. Donc je salue également, et j'en profite pour remercier aussi les équipes de la région. J'ai aperçu plusieurs visages connus de nos équipes dans la salle, donc ces équipes qui
conduit un certain nombre d'appels à projets que vous connaissez, qui sont à votre contact pour vous permettre de faire émerger vos propositions et les accompagner et les évaluer, bien entendu. Et puis pour finir par les remerciements pour vous toutes et tous, responsables de structures, formateurs, conseillers, j'en passe sans doute des métiers. Vous êtes une grande diversité qui aide ces acteurs de l'innovation, ces acteurs de l'expérimentation qu'on a souhaité rendre possible et amplifier ces dernières années. On a eu cette chance de pouvoir le faire là, depuis 2019 dans le cadre du pacte d'investissement dans les compétences qui associe la région et l'État. Avec des dizaines, voire des centaines d'initiatives qui ont été proposées depuis nos territoires par vous, et desquelles on apprend beaucoup, et surtout aujourd'hui, on va encore apprendre un peu plus par la mise en commun et les échanges qui vous sont proposés de vivre dans cette belle journée autour de l'innovation. Donc, du point de vue de la région, juste 2-3 chiffres, c'est quand même un peu l'usage dans ce genre de moment. Se dire qu'à travers les 4 appels à projets que nous avons déployés à la faveur du pacte, si vous ne les avez pas en tête, je vous rappelle que l'un concerne la mobilisation vers la formation. Comment on fait venir la formation des publics qui n'y goûtent pas forcément ou qui n'ont pas un grand appétit pour ça ou qui, pour différentes raisons, en sont éloignés. En proximité, un autre appel à projet autour de ce que l'on peut faire de différent, de nouveau pour lutter contre l'illettrisme, avec un point d'intérêt qui a été porté à la question de l'électronisme, qui a pris une notoriété d'ailleurs. S'il faut s'en étonner, le regretter ou s'en féliciter, mais en tout cas qui a pris une notoriété très aux côtés de la question de l'illettrisme qu'il ne faut pour autant pas négliger. En tout cas, c'est ce que nous avons souhaité continuer de mettre en exergue. Beaucoup aussi de propositions autour de la formation en situation de travail, cette modalité pédagogique qui nous a été donnée, possible de déployer avec votre concours dans le cadre d'un appel à projet dédié qui est toujours en vigueur. Et puis toutes les actions, toutes les innovations dans le champ de la formation à travers le FRIF, alors qui précédait le pacte, hein, qui bénéficiait d'une antériorité, mais qui a continué de prospérer grâce au pacte pour permettre aux acteurs de la formation de participer à ce cap de transformation qui a été souhaité par l'État et la région dans le pacte d'investissement dans les compétences. Donc voilà, énormément de développement, d'expérimentation, de prise de risque. Sans doute que tout n'a pas fonctionné, mais ça fait partie du jeu justement de l'innovation et de l'expérimentation. Mais beaucoup de choses ont fonctionné, beaucoup de choses nous apprennent des choses. Et ce que l'on souhaite avec vous à travers une journée comme aujourd'hui, c'est apprendre justement, tirer des fruits et des enseignements qui nous servent et dont nous souhaitons nous servir pour nourrir, alimenter, faire évoluer nos cadres d'intervention plus structurels, plus structurants. Il ne faut pas négliger dans l'émergence notamment des habilitations de services publics dans le champ de la formation ou dans la consolidation du réseau des espaces régionaux d'information de proximité, qui sont des développements de politiques publiques qui se sont nourris au départ d'expérimentation, de tentatives, d'innovation, et qui sont maintenant des ingrédients et des marqueurs durables de plusieurs de nos interventions. Donc, ce qui se passe à travers ces champs d'expérimentation est éminemment important, et à nous de ne pas en perdre une miette en passant et de ne pas perdre tous ces acquis que vous nous permettez. Voilà, je vais m'en arrêter là. Encore une fois, en vous remerciant toutes et tous d'être présents pour cette journée, mais surtout pour tout ce que vous avez fait jusqu'alors et que vous allez continuer de faire par la suite. Et je vous souhaite une journée très fructueuse, en espérant qu'elle connaîtra des suites, mais ça, je n'en doute pas, connaissant le volontarisme partagé dans la salle pour continuer d'apprendre et de développer. Donc, bonne journée et à très bientôt. Madame Pamarel, vous représentez la DRETS aujourd'hui. Du coup, ouais, je vais conclure. J'excuse en fait Éric Labadie, le chef de mission donc au niveau du pôle 3E de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, qui a eu un empêchement. Donc du coup, je vais faire une petite intro au pied levé, hein, mais je pense que même si j'ai pris quelques notes, vous inquiétez pas,
On va essayer d'être le plus spontané possible, sachant que j'ai pas vraiment eu le temps de préparer, mais peu importe, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse surtout, moi, côté donc Dreads, c'est de vous dire que là, effectivement, on est dans la fin, on peut dire, d'une ère avec le pic. Pour nous, ce qui était important côté de l'État, en fait, effectivement, on a eu une multiplicité d'appels à projets qui ont été gérés autant au niveau national que régional, d'une part, sur à la fois l'aspect jeune, on va dire, avec RMPI, repérer, mobiliser les publics invisibles, ou 100% inclusion, ou encore on est allé en faveur donc, des réfugiés avec l'insertion professionnelle, donc IPR. Ce qui était important sur ces dernières années, c'était surtout d'aller sur 3 enjeux à mon sens. Comment on repère au mieux, on remobilise justement des personnes donc, qui sont très éloignées de l'emploi, très éloignées aussi de la formation. L'enjeu aussi, pour moi, c'est surtout à travers toutes ces expérimentations, ces tentatives d'innovation, comment on développe l'Aller Vert. L'Aller Vert, on le met un petit peu partout, à toutes les sauces aussi. J'arrive de cohésion sociale, je peux vous dire que c'est la même chose de l'autre côté. Mais comment je vais vers ces publics-là? Comment j'arrive à les attraper, si je peux dire, pour ensuite leur proposer quelque chose qui correspond justement à l'enjeu de se dire comment je développe un accompagnement. En fait, pour moi, il est là l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire à travers ces types de journées, à travers toutes ces expérimentations et tout ce que vous avez fait en fait sur ces 5 dernières années, c'est qu'est-ce qu'on veut faire concrètement pour développer un accompagnement qui amène vers une insertion auprès des personnes donc, les plus éloignées de l'emploi. En fait, c'est pas de se dire aujourd'hui, ben, c'est super, on conclut, on l'a fait, c'est génial. C'est surtout de se dire pour moi et pour les services de l'État, pas que pour moi personnellement, hein, mais ça y contribue pour mes enjeux professionnels et personnels, c'est de se dire aussi comment on capitalise. Qu'est-ce qu'on va retirer en fait de ces dernières années? Vous avez tenté, vous avez innové, vous avez essayé des choses pour justement qu'on se dise, mais derrière, OK, qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que je vais en faire? Là, c'est pas de se dire, voilà, on conclut. C'est ce qui m'intéresse à travers cette journée, c'est de se dire surtout, 2024 va arriver avec une nouvelle offre, en fait. Alors, je vais pas vous donner tous les détails. Ça, j'aime bien. C'est mon créneau en ce moment de dire tout est sous arbitrage. Je suis désolée, mais au moins vous donner des perspectives. L'idée, c'est surtout que forcément, on est dans une perspective de déploiement de France Travail. On est en plein dedans actuellement, donc pour le moment, je n'ai pas de recul nécessaire. Et l'enjeu, c'est de se dire, le pic s'arrête, mais une nouvelle offre va arriver. Alors attention, elle va s'appeler l'offre inclusion. Elle arrivera courant 2024. Et ce qui est intéressant avec cette offre-là, après avoir justement essaimé et étayé des choses avec divers appels à projets, c'est de se dire que là, on va rentrer sous une période d'AMI, d'appel à manifestation d'intérêt. Mais mon intérêt avec ces expérimentations, c'est surtout se dire que ça doit servir, nous, à créer ce cadre de demain. L'enjeu avec l'offre inclusion, et c'est comme ça qu'on le voit en Nouvelle-Aquitaine et qu'on le partagera aussi avec les collègues de la région, c'est justement comment on va pouvoir territorialiser l'action et aller au plus près des besoins et des publics. En gros, on va sortir d'un gros cadre très généraliste et on va pouvoir aller, pardon, excusez-moi, à la maille au niveau de l'infra. On va pouvoir cibler des actions ou cibler des publics. Donc tout ça, en fait, c'est ce qui va nous occuper dans les prochains mois et justement pour qu'on le décline en 2024. Ce qui est important aussi, du coup, j'en profite aussi forcément pour remercier autant Charlène, les équipes au niveau Cap Métiers, et puis Vincent aussi au niveau de la région et tous les autres collègues de la région pour justement l'organisation de cette journée. L'intérêt, le bien fondé, à mon sens, pour moi, de la communauté, la plage, j'appelle ça une communauté parce qu'on doit être dans cette idée de partage de pratiques, d'échange, d'expérimentation. On est plus fort à plusieurs. Et donc, l'intérêt aussi, vous avez bien compris, on a fait beaucoup de choses sur le repérage, la remobilisation, pas mal de choses. Entre-temps, on a certes créé un pic, mais en même temps, nous, on nous a demandé aussi d'aller dans un appel à projet qui s'appelle le CJR, le contrat d'engagement jeune en rupture. Je vous dis ça parce qu'on a la vague 2 et que j'ai la commission d'appel à projet demain. Donc, c'est important. Ce CJR aussi, c'est de voir à un moment donné comment les porteurs qui font aussi du repérage, de la remobilisation, de l'accompagnement, vont aussi pouvoir s'intégrer dans cette communauté, comment justement entre tous ceux qui ont fait RMPI ou de l'insertion des réfugiés ou qui font du CJR, c'est comment on crée un écosystème global. C'est pas juste de se dire j'ai créé une communauté du PIC, une communauté du CJR et je laisse tout le monde à part. L'enjeu, à mon sens, il est aussi en 2024 qu'on arrive à fédérer ça, donc on en avait déjà parlé aussi avec Charlène, d'intégrer les porteurs du CJR pour qu'il y ait vraiment des échanges. Pourquoi? Parce que la question du repérage, elle devient essentielle, elle devient complexe, elle n'est pas évidente à mettre en œuvre et que je pense qu'à un moment donné, vous avez plus de choses à nous apprendre que nous, on en a à vous apprendre. Ce qui est important aussi pour moi pour 2024, c'est pas juste de se dire je repère, je remobilise. Qu'est-ce qu'on fait après?
Après, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est comment on crée une logique de parcours. Donc, pour nous, pour les services de l'État, ça va être vraiment fondamental d'aller sur ces questions-là et pas juste de dire j'ai fait une phase amont et ensuite je renvoie entre guillemets aux voisins. Aujourd'hui, on met ce terme d'accompagnement un petit peu à toutes les sauces. On ne sait pas forcément trop comment l'utiliser. Donc, il est vraiment important de se dire très bien. Nos enjeux, nous, c'est avec nos politiques publiques, c'est d'amener vers l'insertion professionnelle, la qualification, la formation. Sauf que derrière, si on ne réfléchit pas aussi à comment on lève des freins périphériques, comment je prends en charge la personne dans son entièreté, à mon sens, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu intégrer à terme on va dire la communauté, c'est pas très le bon terme, mais du contrat d'engagement jeune en rupture, puisqu'on tente aussi de voir comment on lève quand il y a des freins au niveau de la santé, de la mobilité, du logement. Sur le logement, connaissant particulièrement cette question, on ne va pas forcément tout régler demain. Néanmoins, avec tous ces opérateurs, tous ces partenaires qui se mettent ensemble, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut développer à terme. Donc, c'est tous ces enjeux-là aussi, c'est d'arrêter d'avoir un petit peu des choses qui sont un peu en tuyau d'orgue et de voir comment nous, conjointement avec la région, on peut justement fédérer, rassembler. Le dernier point, parce qu'après sinon je vais commencer à trop parler en fait, c'est justement de voir, et on en parle tout récemment avec la région, puisque c'est très bien de créer plein d'offres diverses et variées. On met l'emploi d'un côté, on met un petit peu la formation de l'autre, mais dans le cadre de la nouvelle contractualisation avec la région qui va venir un peu prendre la suite du pacte, c'est surtout aussi, on a tout un intérêt et on sait que dans tous les cas, je remercie la région sur ce point, d'aller sur aussi maintenant des publics spécifiques, des publics très éloignés de l'emploi. Aujourd'hui, la problématique, elle est vraiment là sur des gens qui ont quand même des problématiques sociales importantes. Donc, tout notre enjeu, c'est comment on articule au mieux nos offres inclusion, notre CJR, avec justement derrière tout cette contractualisation sur le volet formation pour qu'on arrive à créer une adéquation, autant que faire se peut, entre justement un accompagnement à l'emploi et à la formation pour amener à de la qualification et voir derrière aussi avec tous les acteurs sociaux, justement comment on peut aussi en complémentarité mettre en place des actions en faveur de la mobilité. Je travaille en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé justement, pour qu'on mette en place des actions en faveur de la santé ou encore avec nos collègues du pôle solidarité de la DREDS pour voir aussi comment on peut articuler avec le volet logement. Alors, tout ne va pas se régler en 2 minutes. Vous allez me dire, c'est beaucoup de déclarations d'intention et peu de choses à l'arrivée. C'est juste pour vous montrer les perspectives en fait, de travail qui, là, vont nous animer et nous animent à fond en ce moment et vont justement être des moteurs et des leviers. Donc, pour moi, l'intérêt aussi de cette journée, c'est de se dire qu'avec tout ce que je vais entendre, c'est en gros, je veux que ça vienne m'alimenter pour moi ma feuille de route en fait 2024 et de voir comment on va créer au mieux une offre en fait qui réponde à vos attentes, qui réponde aux attentes en fait des publics en difficulté et moi forcément à mes collègues en direction départementale qui elles ont les mains dans le cambouis. Je remercie encore une fois donc tous pour votre présence et justement tout le travail qui a été accompli. Je vous souhaite une bonne journée et de bien vous amuser autour de cette journée de capitalisation. Merci à vous. Merci. Merci pour toutes ces informations. On va maintenant entamer le programme de la journée par la première table ronde qui réunit aujourd'hui Monsieur Payot de la mission locale de la Genève de l'Albret du Confluent, Madame Favarel du CFAI Aquitaine et Madame Deblicky de l'AFEPT. Alors, le thème de cette première table ronde, c'est l'expérimentation, une opportunité d'acquisition de compétences nouvelles pour les professionnels de l'accompagnement et de la formation. Donc, en gros, on va parler des changements de pratique, des modifications en profondeur ou à la marge de ces changements de pratique à l'occasion de toutes ces expérimentations et des modifications qui ont pu être apportées sur l'approche des publics notamment et plus largement aussi sur les modifications des métiers eux-mêmes. Alors, je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous présenter déjà dans un premier temps en 2 ou 3 minutes. Et on reviendra ensuite pour que vous développiez un petit peu plus le champ de ce que vous avez, vous, mis en place par rapport à la thématique que je viens d'évoquer. Donc, Monsieur Payot, je vous laisse la parole.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste la présentation, hein, on ne rentre pas dans le projet pour l'instant tout de suite. OK. Donc, Olivier Payot, je suis directeur de la mission locale de l'Agenais, de l'Albret et du Confluent, donc Agen, en Lot-et-Garonne. On a une structure de 40 salariés. On accompagne 2500 jeunes en accompagnement. On a 1200 premiers accueils. Voilà, on est sur un territoire très intéressant puisqu'on a à la fois de l'urbain avec une agglo, du périurbain et deux territoires très ruraux. Donc, on a à la fois des QPV, des ZRR, donc tout ce qu'il faut pour mettre en place tout un tas de projets innovants et aller sur des appels à projets transversaux, spécifiques, etc. La spécificité de notre mission locale par rapport à d'autres, c'est qu'on est énormément dans les projets et l'innovation depuis très longtemps. Donc, on est sur tout un tas de thématiques diverses et variées, que ce soit le logement, la santé, la mobilité, les jeunes sous main de justice, la mobilité internationale, etc., etc. On fait partie aussi des structures qui pilotent un ERIP, donc de la région. Et depuis 2018, en fait, on a mis en place un groupement de créateurs donc pour travailler l'accompagnement des jeunes qui ont des projets. Alors, pas forcément de création d'activités, hein, mais ou d'entreprise, hein, c'est des projets, comme tout le monde autour, enfin, dans cette salle et autour de nous ont des projets hein, dans leur tête qu'ils veulent réaliser, mais qu'ils ne réalisent pas forcément pour différentes raisons. Et donc, on a voulu un dispositif qui permette aux jeunes et aux moins jeunes, puisque le groupement de créateurs s'adresse à tous les publics. Donc, on n'est pas que sur les jeunes, on est des 16 à 70 ans. De pouvoir faire émerger leur projet, donc de réaliser leurs rêves. Voilà. Et donc, je reviendrai après sur le projet PIC, qui est en fait mené dans le cadre de ce groupement de créateurs. Bonjour, donc je m'appelle Corinne Favarel. Je suis chargée du développement de l'apprentissage au CFAI Aquitaine depuis 6 ans. J'ai, dans mon parcours, travaillé auprès de différentes structures d'insertion et de formation, dont 10 années passées en mission locale. Et je pense qu'il y a un lien aussi avec ce qui suit, pardon. Il y a un lien aussi avec ce qui suivra et sur le fait que je vais vous présenter après le prépa apprentissage industrie. Le CFAI Aquitaine, donc, c'est un centre de formation pour les apprentis, pour donc les métiers et les formations de l'industrie. On a le siège à Bruges et on a 3 autres sites en Aquitaine, à Périgueux, Tarnos dans les Landes et Régnac, Nord-Gironde. Au final, on a à peu près 1000 apprentis par année qu'on accompagne et donc sur des formations qui vont du CAP au diplôme d'ingénieur. Donc CAP, Bac Pro, BTS, mention complémentaire, bachelor, BUT et Ingé. Donc tout ça en apprentissage pour l'industrie. En parallèle, on a aussi des formations qu'on appelle qualifiantes qui conduisent à des titres professionnels et qui apparaissent dans le cadre des projets EPIC avec des financements HSP, PRF. Et donc ça représente à peu près 150 demandeurs d'emploi, donc stagiaires de la formation professionnelle, qui suivent ces formations titres pro, qui ont une durée entre 6 et 10 mois à peu près. Le CFAI Aquitaine va fêter ses 35 ans. Enfin, je ne sais pas s'il va les fêter, mais en tout cas, il va les avoir. On aimerait bien qu'il les fête. Et puis après, quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Donc, voilà. Merci. Merci. Donc bonjour, Laetitia Deblicky. Je représente le centre de formation AFEPT, donc qui existe depuis 50 ans sur Bordeaux et qui a des antennes également sur Marmande et Pau. Donc depuis 50 ans, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des publics les plus éloignés. Nous proposons beaucoup de dispositifs que je ne vais pas vous exposer ce matin parce que je risque de mobiliser la parole beaucoup trop longtemps.
Mais en tout cas, on agit sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est travailler sur la construction, sur l'insertion dans la construction du projet professionnel. On développe beaucoup toute forme d'accompagnement global. Le deuxième grand axe, ça va être celui de la remise à niveau, HSP Socle notamment. Troisième axe, la formation. On a développé plusieurs actions, notamment sur des métiers en tension qu'on met en œuvre à l'aide d'autres centres de formation et d'entreprises. Et puis, on a une quatrième partie qui concerne les métiers de la métallerie, avec un centre de formation, l'atelier du Grand Port, et un atelier chantier d'insertion, fil de fer. Donc, tout ça avec des valeurs importantes qui sont la mixité sociale, l'accompagnement entièrement personnalisé de la personne, et puis un accompagnement vraiment qui va sur l'autonomisation et la prise de conscience de toutes les valeurs que peut avoir chaque personne pour qu'elle s'insère au mieux avec nous, mais aussi sans nous quand nos chemins se séparent. Voilà. Très bien. Donc, Monsieur Payot, votre structure a décidé d'intégrer les pratiques que vous avez déployées dans le cadre de votre expérimentation, donc vous allez nous expliquer, qui tournent autour de la création d'activités, et au point que vous les avez inscrites dans un des axes de travail de votre projet associatif. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est traduit? Alors, il va me falloir un peu de temps parce que c'est quand même un long processus. Vous avez 10 minutes. 10 minutes, nickel. Alors, déjà, en 2018, pourquoi on s'est intéressé au groupement de créateurs? Le groupement de créateurs, en fait, c'est un dispositif qui a été imaginé il y a plus de 20 ans en région parisienne, dans une mission locale à Melun-Sénard. Et l'idée, c'était de travailler sur l'accompagnement au projet des jeunes, considérant que les jeunes ont des projets, mais quand ils viennent en mission locale, ils ne se sentent pas forcément légitimes d'en parler. Enfin, ils ne pensent pas que c'est forcément la structure dans laquelle ils peuvent parler de création d'entreprise, etc., etc. Or, on sait maintenant, avec le recul, que tous les publics, y compris les jeunes, ont des projets, voilà, divers et variés, mais pour différentes raisons, ils n'en parlent pas, parce que ça reste dans le coin de la tête. Il y a des contraintes, il peut y avoir des contraintes de faisabilité, de confiance, de financement, etc., etc. C'est valable aussi pour les adultes, d'ailleurs, tout au long de la vie. Et donc, la mission locale n'arrivait pas en fait à travailler cette question. Donc, on avait cette envie depuis longtemps de travailler l'émergence de projets et la création d'activités. Et quand on a découvert le groupement de créateurs, c'est un dispositif qui nous a semblé très intéressant parce que c'est un dispositif qui a énormément de valeur. Aujourd'hui, il y en a 45 en France. Il y en a 2 en région portés par des missions locales en Nouvelle-Aquitaine et 2 en cours, portés par des missions locales, mais ça peut être aussi des plis ou des structures d'accompagnement à l'emploi plus globales. Les valeurs intéressantes, c'est que on prend le temps, on ne juge jamais les projets. On met en place une phase d'émergence qui peut durer donc de 3 à 1 an, basée sur à la fois de l'accompagnement individuel et collectif. C'est-à-dire que les personnes viennent avec un projet, ils sont reçus par un conseiller du groupement et ils sont accompagnés individuellement selon une méthodologie propre en 4 phases. D'abord la connaissance de soi, ensuite le projet, ensuite l'adéquation, un peu l'étude socio-économique et après l'adéquation entre soi-même et le projet qu'on veut conduire. Et ces 4 phases en fait sont faites en collectif avec d'autres porteurs de projets. Donc l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il y a à la fois un accompagnement individuel, mais aussi un accompagnement collectif entre les personnes qui s'apportent énormément parce qu'elles ont les mêmes questions, les mêmes contraintes, les mêmes difficultés pour faire avancer des projets. Elles se soutiennent et elles s'entraident par rapport à leur projet. Ce qui est très intéressant aussi dans ce dispositif, c'est que l'objectif, ce n'est pas forcément la création d'entreprise, à proprement dit, puisque le résultat global, c'est à peu près 15% des publics qui vont créer.
Mais en revanche, c'est que ça s'adresse à des personnes éloignées. Donc, la plupart sont dans les critères de l'exclusion, hein, c'est-à-dire chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes non qualifiés, demandeurs d'emploi pour la plupart. Hein, donc, c'est ce public-là, hein, donc c'est notre public. Et on s'aperçoit que plus de 75% de ce public sort sur une situation emploi ou formation. Donc en fait, ça les rebooste dans leur parcours. Le fait de parler d'un projet et d'être accompagné sur ce projet va en fait les booster dans leur parcours et les remobiliser dans leur parcours tout simplement. Et ils vont aller plus sur une formation en rapport ou non avec leur projet, plus sur un emploi pour mettre de l'argent de côté, etc. Et c'est avant tout ça l'intérêt, c'est que ça les remobilise et qu'après, on peut vraiment travailler sur un projet d'insertion. Donc en 2018, on a créé ce groupement. Il a tout de suite très très bien fonctionné. Ce dont on s'est aperçu très rapidement, c'est qu'en fait, contrairement dans nos structures où on a parfois du mal à mobiliser les jeunes sur toutes nos actions, qu'on trouve toutes bien sûr pertinentes, hein, comme tous les acteurs, hein, tout ce qu'on met en œuvre, on pense que ça remplit forcément, ça répond aux besoins, il y a des intérêts, etc. Hein. Mais on a du mal à mobiliser les publics sur des ateliers, sur des offres d'emploi, sur des offres de formation, etc. etc. Vous connaissez, je pense, parfaitement la problématique. Et bien, dans le cadre du groupement de créateurs, on n'a aucune difficulté à mobiliser le public. C'est-à-dire que le public vient, on lui explique le concept, l'accompagnement, et après, on a besoin de plus rien faire. Ils viennent systématiquement à tous les entretiens, à tous les ateliers, sans avoir à les relancer. Pourquoi? Parce qu'on parle d'eux, on se centre sur eux, sur ce qu'ils aiment faire, sur leurs talents, sur leurs envies, et on se focalise uniquement là-dessus. Donc en fait, on est en mode projet, entre guillemets, mais basé sur leur volonté, sur leurs envies. Donc après, on a répondu donc, au PIC Inclusion avec l'Agence nationale des groupements de créateurs, avec 5 territoires, donc Dunkerque, la Guadeloupe, l'Aigle-Mortagne, donc en Normandie, et j'en oublie un que je vais retrouver. Et Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis qui était portée, c'est pas une mission locale, c'est un groupement autour de l'emploi qui associe un pli, etc. Et l'objectif de ce PIC, c'était de tester des nouvelles méthodes avec de nouveaux partenaires qui complètent la méthodologie du groupement de créateurs. Alors ces méthodes, il y en a tout un tas hein, qu'on a développé pendant 3 ans, puisque le projet, on l'a démarré en septembre 2020 et il se termine à la fin de l'année, donc il dure un peu plus de 3 ans. Il y a 100 000 entrepreneurs, coopérer pour apprendre, créatives, les flashcopes, etc. Donc il y a plein de dispositifs qui ont été en partenariat avec nous sur ce PIC. Et on a pu tester de nouvelles méthodologies en lien avec l'entreprise, en lien avec des systèmes complètement innovants, hein, type Flashcop. Et en fait, on a apporté des outils supplémentaires aux personnes qu'on accompagnait dans le cadre du groupement, en plus de la méthodologie propre au groupement. Les résultats sont hyper intéressants. Bon, j'ai les chiffres, tout ça, si ça vous intéresse. Il y a eu à peu près 1100 bénéficiaires. Pour nous, c'était 200 bénéficiaires. Et la plupart donc, qui répondaient aux critères de l'exclusion hein, dont je parlais tout à l'heure. Et ça nous a renforcé en fait, dans l'idée que cette méthodologie, en partant de l'individu, et en se centrant sur sa demande, son projet, son rêve, était vraiment la bonne approche. Et donc, bon, je ne vais pas détailler ce dispositif. Est-ce que je pourrais me permettre ouais. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se transforme. C'est-à-dire surtout les changements que vous avez été. Tout à fait. Ouais. J'allais venir. Et donc, du coup, on en était déjà un peu convaincu, mais le PIC l'a vraiment renforcé. On s'est dit, mais en fait, ce qu'on met en place dans le cadre du groupement, en termes de méthodologie d'accompagnement, d'accueil et d'accompagnement, eh bien, il faudrait le faire pour tous les jeunes de la mission locale, en fait.
Et donc, ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a formé l'ensemble des conseillers sur la méthodologie du groupement de créateurs. Donc avec des intervenants de l'Agence nationale des groupements de créateurs. Et à partir de l'année prochaine, on souhaite en fait mettre en place un accueil qui soit basé sur cette méthodologie, qu'on va un peu transformer, hein, qu'on va un peu adapter. Et tous les jeunes qu'on va accueillir qui auront un souhait d'emploi ou de formation, parce que ceux qui sont dans une problématique très sociale, etc., c'est un peu trop tôt. Mais tous ceux qui ont, c'est à peu près un jeune sur deux, qui ont une demande emploi ou formation, on va leur proposer un accueil et un accompagnement type méthodologie de projet. C'est-à-dire qu'ils vont être sensibilisés à cette question. Ils vont participer à des semaines où on va leur parler d'entrepreneuriat, on va leur parler de projets, on va leur parler de rêves, on va leur parler d'eux. C'est-à-dire qu'on va savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment faire, etc. Et à partir de là, on aura un accompagnement qui se fera, on l'espère, sur ce mode-là. Et on espère donc que du coup, on n'aura plus besoin forcément de les harceler pour participer aux ateliers, etc. Ils viendront d'eux-mêmes pour prendre ce qu'ils ont envie de prendre par rapport à toute l'offre de services qu'on a développée, qui est déjà riche avec le CEJ. Hein. Avec le CEJ, on a mis en place énormément d'ateliers dans tous les domaines. Mais là, en fait, ils vont, nous semble-t-il, eux-mêmes décider de quels ateliers ils veulent faire par rapport à leurs projets et leurs envies. Donc, on est dans effectivement un changement total d'accompagnement, de méthodologie d'accompagnement. L'équipe une partie de l'équipe avait déjà été formée au groupement de créateurs. On a 3 collègues qui interviennent sur ce dispositif. On a 15 conseillers globalement sur généralistes. Les 15 conseillers ont été formés à cette démarche et ils sont tous prêts en fait à expérimenter cette nouvelle forme d'accompagnement dès l'année prochaine. Et voilà, on a beaucoup d'espoir. Alors il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui ne vont pas marcher forcément dans toute expérimentation. Mais on est convaincu que cette approche est la bonne pour accrocher les jeunes, pour les mettre dans un véritable parcours dynamisant, etc. Je ne dis pas ça en disant que ce que l'on fait est mauvais aujourd'hui ou n'est pas bon. Hein. Bien sûr, ce qu'on fait déjà en mission locale, il y a beaucoup de points positifs. Mais notre idée, c'est vraiment d'améliorer encore les choses et de faire en sorte que les jeunes soient encore plus acteurs de leur parcours qu'aujourd'hui. Voilà en quelques mots. Après, je pourrais compléter, revenir, etc. Merci. Bon, on va déjà voir si éventuellement vous avez des questions ou des demandes d'informations complémentaires. Sinon, je vais donner la parole à Madame Favarel. Alors, votre centre est plus habitué, évidemment, est habitué à gérer des formations de plusieurs années en apprentissage. L'expérimentation dont vous allez nous parler, c'est la mise en place d'une prépa apprentissage. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez abordé ce qui était pour vous un nouvel exercice et comment ça a modifié vos pratiques et celles des équipes pédagogiques. Donc d'abord, un petit résumé du prépa apprentissage au niveau de l'industrie, puisque c'est quand même un dispositif qui existe dans différents CFA, différents centres de formation, mais c'est vrai que nous, on l'a un petit peu mis à notre sauce. Donc, sachant que c'est un dispositif qu'on applique depuis 2019, donc ça va faire 4 ans. Il a évolué depuis ces 4 ans. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de son évolution. C'est un dispositif qui a été porté et financé par la Caisse des dépôts et consignations et qui existe au niveau national. Donc, il y a différents CFA de l'industrie qui s'en sont emparés pour essayer, au final, d'attirer plus de jeunes dans les métiers de l'industrie, parce que c'était comme ça la finalité. Rajouter une étape supplémentaire en amont des contrats d'apprentissage. Ce dispositif, il a à peu près 3 mois de durée. Il se déroulait, alors je dis il se déroulait parce que cette année, on a une petite modification, mais il se déroulait sur à peu près 2 phases.
Une phase où on était vraiment dans la découverte des métiers de l'industrie et une deuxième phase où où le jeune validait son métier de l'industrie et était accompagné à la recherche d'une entreprise. Le public accueilli était des publics entre 16 et 29 ans, voire plus s'ils étaient en situation de handicap. Et c'est vrai que pour nous, c'était quand même très nouveau, puisque, comme vous le disiez, on est habitué à avoir des jeunes qui, quand ils rentrent au CFA, ils ont déjà leur entreprise. Ils ont un minimum de connaissances des métiers de l'industrie, un minimum de savoir-être, puisqu'ils ont été recrutés par une entreprise et ils partent sur un contrat de au minimum 1 an, voire 2, voire 3 ans. Donc là, on rajoutait une entre guillemets petite formation, en tout cas formation de courte durée, qui venait en amont pour essayer de les accompagner au mieux vers les métiers de l'industrie et vers le perfectionnement de quelques connaissances et savoir-être pour aller vers le monde de l'industrie et le monde de l'entreprise. Et pour certains, ça a fonctionné, pour d'autres, ça n'a pas fonctionné. Au final, on a à peu près 50% de sorties positives sur ce dispositif. Dans les 50%, on a 30% qui ont eu des signatures de contrats d'apprentissage et 20% qui ont bifurqué sur nos formations titre pro. Donc, en gros, il y a un jeune sur 2 qui a vraiment réussi à se saisir de ce dispositif pour aller plus loin et partir sur une formation d'apprentissage ou une formation qualifiante tout au moins. Alors, ce que ça a changé, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que dans mon parcours, j'ai travaillé en mission locale, parce que je pense que ce n'est pas anodin avec ça, et que ça a permis de faire le lien avec ce dispositif qui, à mon sens, s'apparente beaucoup à tout ce qui est accompagnement dans les missions locales avec le contrat engagement jeune. Alors, en une petite durée, bien sûr, mais en fait, on se retrouve à accompagner un groupe qui ont pas mal de freins quand même, sur lesquels il faut travailler et les accompagner. Et du coup, dans le cadre de ce dispositif, on va faire venir des intervenants qui vont parler logement, qui peuvent parler santé, qui peuvent parler mobilité. Et donc, on s'est mis à travailler avec ces partenaires, alors que dans le cadre de notre programme pédagogique du CAP, alors si je vous dis CAP chaudronnerie, parce que c'est ça quand même, hein, nous on travaille chaudronnerie, usinage, maintenance industrielle, forcément on ne travaillait pas avec ces partenaires-là et dans ce type d'intervention. Et du coup, j'ai peut-être un peu fait appel aussi à mes réseaux et mes connaissances en me disant, mais en mission locale, on avait, je sais pas moi, un intervenant en addictologie, un intervenant action logement, on avait, enfin, je ne vais pas faire de la pub, mais voilà, c'est assez concret, quoi. Donc, il y a eu déjà cette réflexion de faire un travail de collaboration avec différents intervenants. On a également mis en place des visites d'entreprise. Donc, ce qui paraît tout à fait normal quand on est dans un accompagnement mission locale, mais quand on est dans un CFA, on ne fait pas ça, puisque chaque jeune a déjà son entreprise, donc il ne va pas aller voir l'entreprise concurrente. Donc, il a son entreprise du début à la fin, sauf bien sûr cas de rupture, auquel cas on l'accompagne vers une autre entreprise. Mais là, c'était aussi une façon d'aller voir ce qui se passait à l'extérieur dans des entreprises. Donc ça, c'est comme nouveau aussi pour nous. On a essayé de faire des réalisations assez concrètes aussi, parce qu'on sait que c'est un public qui décroche vite, qui en a vite marre. Donc, on leur faisait un programme où il y avait différents ateliers, différents modules qui étaient relativement courts et qui pouvaient permettre de varier les plaisirs. Alors, on est en immersion dans les ateliers, on va découvrir un petit peu la maintenance, et puis après, on fait un petit peu de remédiation en français, et puis après, on va aller, justement, on va avoir une intervenante qui va nous parler du logement, de l'intérim, des formations, de l'apprentissage. Après, on repart un peu en atelier, mais là, pour le coup, on va être en chaudronnerie, etc. Donc, on a fait cette alternance de modules. Et quand ils étaient en atelier, on les a accompagnés aussi à une réalisation. Alors, on a travaillé avec les formateurs pour qu'ils réalisent une petite rose métallique, donc en chaudronnerie, mais qui permettait aussi,
enfin, bon, c'est un peu technique, mais la rose, elle est en métal, donc c'est du travail de chaudronnerie. On leur a fait faire un petit socle, et ça, c'est du travail d'usinage. Et dedans, on a intégré une petite diode lumineuse de manière à ce que la petite rose, elle s'allume. Et là, c'était du travail de maintenance industrielle, histoire de mélanger un petit peu les différents métiers. Et tout ça, forcément, ça leur plaît, et ils repartent avec leur petite rose au bout de quelques jours, quelques semaines de travail. Donc, c'est aussi une façon différente de travailler. Là où, quand ils sont en apprentissage, ils ont leur entreprise et ils ont un travail beaucoup plus en continu sur 1, 2 ou 3 ans. Après, si on est sur des... Enfin, parce que j'essaie d'être aussi sur des échanges un peu pratiques pour que peut-être ça vous donne aussi quelques idées. Quand ils se présentent, quand on a un démarrage de groupe, moi, j'ai travaillé avec forcément les petites choses genre présentation croisée, du photolangage, des choses comme ça, pour les amener à se présenter de façon un petit peu ludique, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, en tout cas, toujours pareil, hein, au niveau du CFA. Parce qu'ils rentrent en classe et ça reste relativement scolaire. Et les amener à travailler là-dessus, pour nous, c'était aussi nouveau. Alors, pour moi, peut-être un peu moins, mais pour mes collègues, c'est vrai qu'ils débarquaient un petit peu, quoi. Mais moi, je trouvais ça sympa. Et puis, quand on fait régulièrement des bilans intermédiaires ou le bilan final à la fin de ce dispositif, on a travaillé avec un outil qui s'appelle WooClap. Certains le connaissent peut-être. Et ça permet de faire des nuages de mots collaboratifs en ligne. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, on sait bien que les jeunes, ils aiment beaucoup leur téléphone. Hein. Et donc, plutôt que de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du dispositif? Est-ce que vous avez bien aimé quand on a fait de la remédiation en français? Et en atelier, c'était comment? Et tout ça. Bien sûr qu'on peut le faire oralement et c'est important. Mais aussi, on essaie d'apporter autre chose un peu plus dynamique. Et donc, avec cette application qui s'appelle WooClap, W2OCLAP. Chacun télécharge l'application, il y a un petit QR code, tout ça. Et donc, après ils mettent eux-mêmes leur avis en tapant quelques phrases, quelques mots sur leur impression, sur leurs difficultés rencontrées. Ça dépend comment on oriente un peu la thématique. Et du coup, tout ça s'affiche sur notre écran. Et ça reste assez impersonnel aussi, parce que certains n'osent pas dire le prof de maths, moi, j'ai pas aimé, etc. Donc, ça leur permet de se lâcher un petit peu plus. Bon, on essaie de ne pas faire trop attention aux fautes, parce que c'est vrai que quand on voit ce qui est des fois écrit, c'est un petit peu bon. Mais ça, c'est un travail dans un deuxième temps. Mais c'est une façon pour eux de s'amuser un petit peu, d'être avec le téléphone et de participer autrement que d'être vraiment sur de l'écrit et sur des échanges oraux, bien qu'on le fasse également, quoi. Mais ça, c'est vrai que ce sont des outils qu'on a, dont on s'est saisi pour que ça rende quelque chose d'un peu plus dynamique et qui n'était pas tout à fait dans nos habitudes. Donc tout ça, moi, j'ai trouvé que ça avait pas mal fait changer notre façon de travailler et on est presque plus dans un accompagnement que dans mon travail habituel qui est mon chargé de développement de l'apprentissage. En gros, c'est faire du sourcing, c'est aller dans les établissements scolaires, dans les missions locales, dans les pôles emploi, raconter que l'industrie, c'est super beau et qu'il y a plein de boulot et qu'on est bien payé. Et puis que de temps en temps, il y ait des jeunes qui sont intéressés pour venir signer des contrats avec nous et les accompagner aussi dans la recherche d'entreprise. En gros, c'est un peu ça mon travail. Là, forcément, c'était quand même assez différent. Mais après, je dirais les limites aussi de tout ça, c'est que derrière, il y a des formateurs. Les formateurs, ils ont des programmes pédagogiques, ils ont des objectifs. Et ils n'ont pas toujours envie d'avoir des jeunes qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas les savoir-être, qui ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent faire et qu'il faut accompagner encore un peu plus parce que forcément, ça leur rajoute en temps, en énergie. Et donc, des fois, il y a un petit peu de... Alors, ça peut être des tensions, ça peut être des difficultés, ça peut être, oui, mais moi, ce jeune-là, j'en ai pas tellement envie, de toute façon, il n'y arrivera pas, ou des choses comme ça. Donc, arriver à concilier un peu tout ça, parce qu'on a l'impression que si, ce jeune-là, il aura besoin d'un peu plus de temps, mais il va arriver à quelque chose. Mais d'un autre côté, respecter aussi que le formateur, il ait ses exigences, ses prérequis, ses objectifs pédagogiques. Et donc, arriver à faire un peu le lien à tout ça, avec tout ça. Donc, ça, c'est quand même des limites.
Et je pense qu'il y a du coup un vrai travail qui doit être collectif et que ce n'est pas quelque chose qui peut être posé comme ça, juste en tiens, on va faire un petit peu de prépa apprentissage. Mais il faut vraiment réfléchir, à mon sens, à quelque chose de beaucoup plus collectif au niveau des équipes pédagogiques et du coup aussi au niveau de notre offre de formation. Parce que par exemple, sur Bruges, bon, pour différentes raisons, on a arrêté de préparer des CAP. Forcément, ces publics-là, une fois qu'ils ont un peu évolué dans le dispositif et qu'ils sont prêts à rentrer, ils sont rarement prêts pour faire un BTS. D'autant que dans mes contraintes, ces jeunes-là, il ne fallait pas qu'ils aient le bac. Donc forcément, ils allaient au mieux vers un CAP ou un bac. Et si moi, en interne, je n'ai rien à leur proposer parce que je n'ai pas de CAP, bah, ce n'est pas top. Donc, c'est un peu leur vendre du rêve quand même. Alors là-dessus, ce n'est pas toujours évident. Alors après, il fallait aller voir soit sur nos antennes où il y a des CAP, soit il fallait aller au CFA de Blanquefort parce qu'ils font du CAP métallier, que ça se ressemble un peu, etc. Enfin, moi, je trouvais ça pas super confortable. Et donc, je pense aussi que là, il y a une vraie réflexion en interne et collective pour dire, bah, si on accueille des jeunes comme ça, à ce moment-là, en interne, on pourra aussi leur proposer telle suite de parcours pour que ce soit aussi logique et cohérent jusqu'au bout, quoi. Voilà. C'est bien. Quelques demandes de précision dans la salle? Oui, bonjour, Vincent Couder, la région. Une petite question par rapport à l'apprentissage. Vous avez mesuré un effet sur les ruptures, cette préparation en amont? Est-ce que ça réduit le risque de rupture dans les parcours? Pardon. Le risque de rupture de contrat. Déjà, je n'ai pas une bonne ouïe, donc est-ce que ça réduit oui, ça réduit le risque de rupture. Et ceux qui ont franchi le cap et qui sont rentrés dans la partie contrat d'apprentissage, j'avoue que c'est une vraie satisfaction pour eux et j'avoue personnelle parce que je les vois, je continue à les voir. Et je pense à quelques-uns qui sont passés sur du prépa, qui ont fait du bac pro, qui ont enchaîné sur du BTS et qui sont, je trouve, hyper confiants et rassurés et très sereins dans leur parcours. Et oui, je trouve que ça limite les risques de rupture. Bon, alors après, tous, bien sûr, ne transforment pas. Hein. C'est comme en rugby, on ne transforme pas toujours les C. Et ben, là, ils n'ont pas tous transformé leur prépa. À la limite, s'ils sont allés au CFA d'un autre secteur ou que finalement ils sont revenus à l'EPID ou ils sont revenus en mission locale, mais qu'ils ont réussi à le faire avec raison, en sachant pourquoi, tant mieux pour eux. Le tout, c'est quand ils abandonnent et on les perd un peu de vue. Donc, ça, c'est dommage. Mais je crois que c'est cet accompagnement personnalisé où on les suit beaucoup, on les accompagne beaucoup, les aide. Et je sais qu'il y avait juste un jeune à qui j'avais, que je voyais énormément évoluer, qui était resté 10 ans enfermé chez lui, qui était vraiment pas bien, et puis qu'on a réussi à amener sur ces dispositifs, qui a énormément évolué, qui est passé sur un bac pro en usinage, puis un BTS, et qui travaille chez Ariane Group maintenant, etc. Il est super bien, vraiment. Je lui avais dit au début, et alors, ça va, ça vous plaît, il y a des choses que vous regrettez et que vous auriez voulu autrement. Et il m'avait dit, oui, le faire plus tôt. Je regrette juste que ça ne se soit pas passé plus tôt. Et je me dis, ben, ça, c'est chouette, je trouve, comme réponse, quoi. D'autres interrogations? Bon. Je vais demander à Madame Deblicky de poursuivre. Alors, pour le projet que vous avez baptisé Ma Réussite, vous nous aviez dit que votre association avait changé ses pratiques, modifié son organisation et créé de nouveaux postes, et que vous nous avez aussi parlé que vous envisagiez de faire des modifications dans les conditions de travail, mais je crois que c'est une réflexion qui est toujours en cours. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que... Oui. Alors, je vais présenter un petit peu le dispositif Ma Réussite parce que sinon on ne va pas comprendre ce que ça a impliqué comme changement dans nos pratiques. Donc, le dispositif Ma Réussite a été proposé en réponse au marché RMPI, donc repérer et mobiliser les publics dits invisibles. On y a répondu sous forme de consortium. Donc, l'AFEPT a porté le projet
et ont travaillé sur le projet les écoles de la deuxième chance du territoire, donc le l'EDC Gironde, l'école de la deuxième chance Poitou et Charentes et l'école de la deuxième chance Pyrénées-Atlantiques. On a mobilisé une équipe entièrement dédiée sur son projet, avec 7 coachs qui ont sillonné 5 départements, une coordinatrice et une chargée de communication. Donc, notre action, en fait, c'est divisée en 2 parties. La première, c'est le repérage par la solidarité. Donc, on avait fait le choix, en fait, de repérer indirectement. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher les invisibles. On s'est dit que invisible, c'était compliqué à aller chercher. Donc, on allait plutôt mobiliser leur entourage. Donc, on a commencé par les jeunes de leur entourage. On s'est dit que le pair à pair fonctionnerait bien. Donc, on a commencé voilà, à contacter les jeunes qui étaient parfaitement insérés, qui pouvaient travailler, qui pouvaient être en formation, qui pouvaient être encore à l'éducation nationale. Et puis, un petit peu à la fois, on a un peu élargi ce concept d'entourage parce qu'on s'est rendu compte que ces jeunes invisibles étaient quand même un minimum entourés. Alors oui, par des amis, par des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, mais aussi par leur famille, par les amis de la famille, par les parents, par les relations. On s'est rendu compte au fur et à mesure de nos rencontres sur le territoire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont interpellés par ces jeunes qui sont complètement en rupture. Ça les interpelle et en même temps, ils se sentent complètement démunis. Donc, quand on leur parle d'une solution, quelque part, voilà, ça les rassure et ça les décharge de toute responsabilité en disant, OK, on va passer l'info et au moins on aura fait quelque chose. Donc, on a monté des partenariats qui étaient complètement diversifiés parce que avec des associations de parents d'élèves, avec des associations culturelles, avec des associations sportives, avec une partie de l'éducation nationale aussi, avec des cellules on a monté par exemple un partenariat avec Charles Perrins pour les décrocheurs qui étaient vraiment en situation de détresse. Donc voilà, c'est toute une partie de partenariat qui a été complètement nouvelle. Deuxième partie, la mobilisation, c'est-à-dire comment ces jeunes, une fois qu'on a réussi à les capter, on fait en sorte de leur offrir un parcours pérenne. Alors, on a choisi, on va dire, deux choses importantes. La première, c'est qu'on a voulu un parcours qui soit quand même bien construit, parce que l'idée, c'était quand même qu'ils aboutissent à des solutions pérennes et concrètes, mais sous forme d'accompagnement à la carte. C'est-à-dire qu'on a proposé des accompagnements où c'était le jeune qui choisissait quand il voulait discuter, où il voulait discuter, quels étaient les sujets qu'il voulait aborder, à quel endroit, sous quel format, sous quel rythme, etc. Le jeune, en tout cas au niveau de la forme, était entièrement maître. Charge après au coach. Alors, on a appelé on peut dire les CIP, les formateurs, les accompagnateurs. On les a appelés des coachs tout simplement parce que ça a enlevé le côté institutionnel et que les jeunes s'intéressent quand même à leur projet, à leur vie et que le terme coach leur parlait. Donc, sous cet accompagnement qui paraissait informel, en fait, le coach avait quand même pour mission de construire un vrai projet et de les amener sur les dispositifs de droit commun, notamment les services publics de l'emploi. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, ça fait beaucoup de missions. Ça fait beaucoup de missions qui sont portées finalement que par une personne par territoire. Donc, ce qu'on peut appeler ce qu'on a appelé à nous un coach, mais qui peut être un CIP, qui peut être un formateur, accompagnateur, ça dépend des structures. Finalement, il y a des missions qui sont très variées. C'est-à-dire qu'il doit aller sur le terrain, il doit être très mobile, puisque les invisibles, sont aussi invisibles de façon territoriale, c'est-à-dire qu'en ruralité, il y en a quand même beaucoup. Donc, on se doit d'être mobile. On se doit de rencontrer aussi des interlocuteurs qui sont très variés. Donc, on doit développer notre capacité à communiquer, à adapter notre discours. On ne va pas parler de la même façon des partenaires qu'on a institutionnellement à la mission locale, etc., où on parle le même langage. On ne va pas parler de la même façon à des parents
qui sont très angoissés de la situation de leur enfant. On ne va pas parler à des mères qui sont très soucieux du devenir de leurs habitants. On ne va pas parler de la même façon, par exemple, à la cellule cellule qui est dédiée à Charles Perrin pour les jeunes en situation de détresse. Donc, on doit s'adapter à chaque fois. Quand on accueille le jeune, on doit aussi être, on va dire, super adaptable. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute, on est bienveillant et on ne sait pas trop comment ça va se passer. On ne sait pas quel sujet il va aborder, on ne sait pas quelle problématique il va y avoir derrière. Donc, il faut qu'on soit très écoutant et qu'on soit aussi force de proposition, c'est-à-dire qu'aller chercher les partenaires qui vont pouvoir nous aider à résoudre les problèmes. Et puis aussi, il va falloir sécuriser cet accompagnement. C'est-à-dire que expliquer que pour faire tout ça, les services publics de l'emploi, ça correspond pas à leur idée qui se sont faites de quelque chose de très pesant, de très lourd. C'est que non, ça peut les aider, que les centres de formation vont aussi les aider. Voilà, on a une mission pédagogique et elle va plus loin parce qu'on va être obligé de mettre en place des co-accompagnements si on veut garantir la sécurité des parcours. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ces jeunes-là ont déjà décroché à un moment donné et qu'il faut leur proposer des solutions pour qu'ils ne décrochent pas à nouveau. Donc, leur proposer vraiment ce qu'on va appeler des parcours sans couture. Donc, bien sûr, ça a modifié notre travail. C'est-à-dire que maintenant, un CIP, un formateur accompagnateur, appelez-le comme vous voulez, son métier va commencer sur le terrain à capter l'entourage et à capter les jeunes jusqu'au co-accompagnement qui va garantir la sécurisation du parcours. Donc, bien évidemment, ça a changé notre forme d'accompagnement. Alors, pour être très concret, comme vous l'avez dit, on a déjà créé des nouveaux postes au sein de la FEPT et il y a des projets au sein des écoles de la deuxième chance de Charente-et-Poitou et de Pyrénées-Atlantiques. Donc, en ce qui concerne la FEPT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est quand même spécialisé sur des publics qui sont très éloignés, qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, toutes nos équipes qui travaillent sur tous nos dispositifs, ça part de l'école de la deuxième chance, de l'amorce de parcours, de HSP, des formations qualifiantes, elles proposent, je vais dire elles vont, mais non, elles proposent déjà en fait des accompagnements, on va dire, hyper étendus, de la captation au co-accompagnement à la sécurisation de parcours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir des professionnels qui sont beaucoup plus qualifiés qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc, on n'a pas viré tout le monde et on n'a pas remplacé tous nos postes par des nouveaux super-héros, mais on a choisi en fait de mettre en place des équipes support renforcées. Donc, l'équipe support de la FEPT était constituée avant d'une référence bien sûr pédagogique et qualité, et puis d'une chargée de relations entreprises. Depuis le mois de septembre, on a mis en place 2 postes supplémentaires, donc une chargée de sourcing et une chargée de communication qui accompagne toutes nos équipes dans l'analyse des dispositifs et dans l'analyse de stratégies de sourcing. Comment on va vers ces publics qui ont le droit à la formation et qui ont le droit d'y accéder, mais qui ne sont pas forcément au courant ou qui ne veulent pas suivre les chemins habituels. Voilà, donc 2 postes créés à la FEPT. En ce qui concerne les écoles de la deuxième chance de Poitou et Charente, ça va mieux dans ce sens-là, et Pyrénées-Atlantiques, alors là, les nouveaux postes sont en projet pour 2024, mais ils ont l'idée effectivement de créer des postes un peu hybrides entre le projet Ma Réussite et les écoles de la deuxième chance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de nom sur ces nouveaux postes, ils n'y ont pas encore réfléchi, mais les personnes vont avoir 4 missions. Donc, la première mission, c'est de reprendre les innovations qu'on a mises en place sur Ma Réussite, c'est-à-dire d'aller sur le terrain pour repérer ces jeunes qui sont sortis des dispositifs de droit commun et puis les capter.
Ils vont aussi avoir pour objectif de monter des nouveaux partenariats, parce qu'on s'est rendu compte qu'en montant ces partenariats avec d'autres partenaires, alors on est bien d'accord que ça n'exclut pas du tout les partenaires institutionnels qu'on a, hein, bien entendu, ça les enrichit, on va atteindre d'autres publics et puis on va aussi apporter dans l'accompagnement des nouvelles solutions, donc c'est important. Leur troisième mission, ce sera de recruter pour les écoles de la deuxième chance. Et encore une grande innovation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir pour mission, quand les jeunes intégreront le 2C, de se charger de toute la partie intégration. C'est-à-dire que les jeunes, là on est encore sur cette notion de parcours sans couture, les jeunes vont passer du coach individuel au parcours E2C qui est plutôt collectif, de façon très douce. Le coach va se mettre en relation avec les équipes de l'école de la deuxième chance pour avoir un parcours un peu progressif. Voilà. Et on a un dernier projet. J'abuse si je vous prends encore 2 minutes. Je vais déjà voir si quelques questions sont dans la salle. Oui. Oui, bonjour, je suis éduc sur un des lauréats du CEJ hier. Je voulais juste revenir sur la question du repérage dont vous parliez. Oui. Vous faisiez un repérage donc indirect donc via la famille. Est-ce que vous n'avez pas analysé à ce moment-là un problème de mobilisation de la part du jeune, puisque la demande n'est pas forcément directement de lui, mais plus de la famille? Est-ce qu'il n'y a pas eu du coup un manque de mobilisation de la part des personnes à ce moment-là? On a dû beaucoup s'ajuster, j'avoue. On comptait au départ beaucoup sur les jeunes de leur entourage parce qu'on avait l'habitude de les côtoyer via les écoles de la deuxième chance, Amorce de parcours, etc. Et on s'est dit, ils vont être force de proposition parce que ça a marché pour eux et ils vont pouvoir communiquer. Et finalement, effectivement, vous avez raison, ça n'a pas été forcément le cas. Parce que les jeunes se sentent pas forcément le droit de donner des leçons à leurs potes, à leurs cousins, à leurs cousines. Donc, compliqué. Les familles, en fait, ils se sentent très concernés. Ils se mobilisent autour de ces jeunes invisibles. La problématique, c'est qu'ils n'ont pas forcément les mots, en fait, pour créer le déclic qui va faire que le jeune va passer, je schématise parce qu'en plus ça ne correspond même pas à tous les jeunes, mais va passer de son canapé au café du coin pour discuter avec une personne. Donc on a dû vraiment, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs créé un poste de chargé de communication, on a dû vraiment, comment je vais dire, affiner nos éléments de langage. J'aime pas beaucoup le terme, mais quelque part, on est devenus des commerciaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse comprendre quel est notre objectif. Il faut que les pairs, en fait, qui vont mobiliser les jeunes directement, eux, et ces éléments de langage ont les éléments qui vont faire que le jeune va basculer ou pas. Et en plus, c'est pas évident à trouver les bons éléments. En fait, c'est vraiment un travail au niveau de la captation, c'est vraiment un travail de collaboration entre nos coachs qui maîtrisent le projet et les relais qui sont sur le terrain, qui ne maîtrisent pas notre projet, mais par contre qui connaissent bien les jeunes qu'on cherche à capter. Oui, bonjour, Jocelyne Jonat de la région Nouvelle-Aquitaine également. J'avais une petite question par rapport aux sorties finalement de ce dispositif. Comment les avez-vous analysées? Qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce qu'il y a des choses positives, notamment sur la réelle sécurisation du parcours? Je m'explique, c'est d'aller vers vraiment jusqu'à la formation et l'emploi. Voilà. Est-ce que vous avez eu des résultats intéressants sur cette action? Alors oui, on a eu des résultats intéressants. Donc, pour donner quelques petits chiffres, on a repéré 450 jeunes et on en a mobilisé environ, je n'ai pas les chiffres ou de près, 150. 150, ça c'était les chiffres au 1er octobre. Alors, il y a eu, je pense que c'est 8% d'abandon
Donc, on n'a pas fait non plus des miracles, hein, on ne va pas se mentir, mais on a plutôt des bons chiffres. Alors, en revanche, en termes de résultats, c'est vraiment très disparate. C'est-à-dire qu'on va avoir des publics, on va dire, plutôt classiques, qui sont repartis vers l'emploi, il faut savoir. Hein, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'on doit être sur 20 ou 25% de jeunes qui sont repartis à l'emploi. Beaucoup qui sont repartis en formation, encore plus qui sont repartis en accompagnement renforcé, donc sur le CEJ notamment, sur les écoles de la deuxième chance, sur l'EPID. Et puis, on a une partie également qui a été plutôt orientée vers des accompagnements très spécialisés. Il ne faut pas oublier non plus, parce que je pense qu'on est tous concernés, qu'on a un public là qui est très fragile, avec beaucoup de problématiques de santé, avec beaucoup de problématiques d'addiction. Et donc, les solutions immédiates ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Mais ce qui est important, c'était justement ça. Hein, dans chaque accompagnement a donné lieu à un bilan. C'est-à-dire que le jeune est reparti avec un bilan, qu'il l'a positionné sur un référentiel pour l'insertion. Et c'est lui-même qui a écrit sa feuille de route. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il quittait le dispositif, alors, il avait besoin d'être plus ou moins accompagné, et on ne va pas se mentir, c'était plutôt plus, mais quelque part, il avait construit son parcours. Et ça, c'est aussi important dans la mise en place. Mais c'est vrai qu'on a eu des co-accompagnements. Je parlais tout à l'heure de co-accompagnement. Je vais parler d'une jeune fille que j'ai moi-même accompagnée sur Langon. Accompagnement difficile. Et donc avec des grosses problématiques. Donc, elle a été réorientée vers la mission locale de Langon. On a fait un co-accompagnement qui a duré aussi longtemps que mon accompagnement. Mon accompagnement a duré 3 mois. Le co-accompagnement a duré également 3 mois. Mais c'est ce qu'il lui a fallu pour reprendre confiance en la mission locale et accepter d'intégrer une formation. Encore une question ou... Ah. Bonjour, Célia Rogogozo, du coup, Espace Textile Rive Droite pour le consortium Dynamite. Je me demandais juste combien de jeunes accompagnent les coachs par an environ? Si vous êtes en train de me faire calculer, ça ne va pas être facile. Alors, je vais vous laisser calculer. Hein. On a accompagné 150 jeunes et il y avait 7 coachs sur le territoire. Alors, on a commencé effectivement sur le terrain en mars 2021. 22, excusez-moi. Ouais, merci. Vous voyez, avec les chiffres, je suis moyenne. Mars 2022. Et là, les chiffres que je vous donne sont date du 1er octobre 2023. Mais alors, il n'y a pas que l'accompagnement pur, en fait, parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps avec des jeunes. Alors, on parle des 150 qu'on a accompagnés, mais avec les 450 qu'on a repérés, ça a quand même été du temps avec les jeunes, avec les familles, avec les entourages. On ne peut pas dire que... Alors, on peut dire, voilà, concrètement, à ce jour, on se dit, OK, il y en a 1 sur 3 qui a adhéré au dispositif. Ce serait un peu réducteur, en fait, parce qu'on se rend compte que entre le moment où ils ont accès à cette information et le moment où ils se décident, ça peut être très long. On a une jeune fille, oui, c'est bien une jeune fille, qui nous a recontactés 8 mois après nous avoir rencontrés. Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte qui est important, c'est-à-dire que c'est des publics qui sont très éloignés, qui sont très en difficulté, qui sont en souffrance, et que effectivement, c'est pas parce qu'on va passer dans leur rue que d'un seul coup, ils vont se dire « Ah super, j'ai trouvé la solution ». Non, il faut que ça mature, il faut qu'on ait des relais qui leur parlent régulièrement de différentes solutions, et il faut qu'ils s'en emparent. Et donc là, quand on revenait aussi, est-ce que ça avait changé dans nos métiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour, le moment, la minute où ils se décident à nous appeler, on a super intérêt à être hyper réactif.
et on s'est donné vraiment pour mission de leur répondre le plus rapidement possible. Et ça a toujours été dans la minute quand on pouvait, dans l'heure, dans la demi-journée et vraiment maximum sous 24 heures. Voilà. Donc, je vais clôturer un petit peu. Non. Donc, on a encore quelques minutes avant de passer à la table ronde 2. On a quelques minutes pour, si vous voulez, rajouter un petit juste un petit projet qui fait référence un peu à ce que Laetitia Tamarel a dit tout à l'heure. On s'est rendu compte, donc on a mis en place des nouvelles façons de travailler, mais on s'est rendu compte aussi sur les territoires qu'il y avait des vrais besoins qui n'étaient pas couverts, notamment sur les territoires ruraux. Donc, on a répondu à un appel à projet CEJJR, vous en parliez tout à l'heure, avec un projet innovant qui est un mixte en fait entre tout ce qui a été mis en place sur Ma Réussite, avec le aller vers, la captation. On a repris une partie des outils de remobilisation de l'école de la deuxième chance, et puis on va se coupler, on espère pouvoir se coupler aux missions locales et au Pôle emploi avec la mission CEJJR, et on a appelé ce projet le 2C mobile. Donc on va mettre à disposition toutes ces nouvelles techniques qu'on a mises en place avec des équipes qui vont tourner avec un van sur les territoires ruraux. Donc, ça va aller encore plus loin dans ce qu'on a mis en place. Je ne sais pas si le projet va être retenu, mais en tout cas, on y croit et on espère que ça va débloquer encore d'autres profils très éloignés. J'arrête. Petite question, si c'est possible. Oui, je peux? Ah oui. Non. Ah bah oui, j'ai pris la parole, je suis désolé. Laurent Gauvin, région Nouvelle-Aquitaine. J'aimerais poser la même question à chacun. Qu'avez-vous retenu des choses positives des deux autres projets et qui pourraient améliorer le vôtre, puisqu'on est dans la capitalisation des pratiques. Et ça me semblerait intéressant de savoir ce que vous avez retenu. Moi, je sais, enfin, moi, j'ai bien vu, j'ai trouvé, mais moi, j'aimerais bien savoir si vous avez retenu dans chacun des deux autres des choses intéressantes à retenir. Vous me laissez commencer, je sens bien. Ok, merci pour cette question. Alors, moi, ce que j'ai retenu sur le projet de la mission locale de la Genée, c'est la notion de projet. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin d'avoir un projet qui leur est personnel. Alors, on sait que l'État, la région, etc., pensent en termes de, et a tout à fait raison, hein, en termes d'emploi, de réponse à la demande des entreprises, etc. Mais pour que le jeune aille jusque-là, il faut lui parler de lui et de son projet. Donc ça, c'est important. Et ce que j'ai retenu du CFAI, c'est qu'il faut ouvrir les formations. C'est-à-dire qu'on en a, je ne sais plus qui m'a posé la question tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on capte un jeune, le chemin est long. Le chemin est long entre le moment où il va sortir de l'endroit où il n'est pas bien, où il végète, hein, on ne va pas se mentir, et le moment où il va aller à l'emploi. Il faut qu'il y ait des paliers qui sécurisent en fait les différentes étapes de son parcours. Et je trouve que ce qui a été mis en place au CFAI, c'est une vraie avancée. C'est vraiment, on construit ensemble les étapes qui vont mener vers l'emploi. Pour ma part, ce que j'entends sur les expériences qui ont été citées par mes confrères, collègues, enfin voilà, voisins, c'est l'implication des équipes qu'ils ont mobilisées, qu'ils ont formées, éventuellement recrutées. J'imagine que vous, en tant que directeur, vous avez été très, très moteur dans tout ça. Voilà. Que chez vous, il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est vous, Laetitia, ou d'autres, mais en bref, c'est toute une équipe qui est mobilisée et avec des personnes aussi qui sont ressources là-dessus pour conduire ces changements. Voilà. Donc. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est dans les deux projets, hein, c'est l'adaptation aux besoins des jeunes, l'écoute vraiment active,
et la mise en place du collectif, qui est, je pense, très, très important. Alors, je profite du micro parce que je voulais faire une remarque par rapport à l'intervention de ma confrère de la FEPT. Quelque chose qui m'a un peu, entre guillemets, agacé, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. D'entendre à chaque fois que les acteurs du SPE, globalement, hein, sont les structures institutionnelles, ça m'agace fortement, en fait. Pourquoi? Parce que, alors moi, je parle que pour ma mission locale, mais je pense que d'autres missions locales se reconnaîtront. Nous sommes avant tout une structure associative avec un projet associatif. Et nous, on a un projet associatif depuis 2005. Et dans le cadre de ce projet associatif, le jeune, il est au centre de nos préoccupations. Et donc, moi, je considère que ma mission locale n'est pas une structure institutionnelle. Je l'affirme haut et fort. C'est une structure associative, avec un projet, avec un conseil d'administration, avec des collègues sur le terrain. Et je voudrais compléter mon propos en disant qu'il y a plein de missions locales aujourd'hui qui développent des actions d'aller vers. Nous-mêmes, on a un projet de van, c'est intéressant, puisqu'on va déposer là, un projet de van aussi pour aller au plus près des communes rurales, dans les communes rurales pour les publics isolés. Il y a des missions locales qui ont des camping-cars aménagés, il y a des missions locales qui ont des camions qui vont vers les jeunes. Et je crois que c'est un des rôles des missions locales, puisque c'est quand même les premières structures référentes des jeunes. Elles connaissent beaucoup de jeunes. Il y en a qui ne sont plus en contact, mais elles font tout pour donner de la confiance aux jeunes, pour leur redonner confiance, pour les remobiliser, etc. Et nous, dans le cadre de notre projet associatif, le jeune, il est au centre. Et donc, l'exemple, par exemple, c'est qu'en 2020, on a changé complètement l'accueil de la mission locale. Je ne sais pas si vous êtes allé sur Agen. Voilà, ben, je vous invite à venir. Il y a des canapés, on offre des boissons chaudes à tous les jeunes. C'est des jeunes qui accueillent les jeunes. Et en fait, les jeunes qui arrivent ne se sentent absolument pas dans une structure institutionnelle. Ils ont l'impression d'être chez eux. Il y en a qui restent la journée, etc. On est plus près de la maison des jeunes. Et c'est ce qui permet après de travailler beaucoup mieux avec les jeunes. Et je complète par rapport à cette remarque qu'on a changé notre processus de premier accueil. C'est-à-dire que le premier accueil, on interroge les jeunes sur leur centre d'intérêt, pas qu'un diagnostic de leur situation problématique en termes de santé, formation, etc. Tout le négatif, là, on les interroge sur ce qu'ils aiment faire, quel sport, loisirs, culture, etc. On récupère toutes ces informations et après, on monte des projets avec eux parce qu'on sait que c'est ce qui va les faire venir et après, on pourra travailler des projets d'insertion. Donc, c'est un peu la logique. C'est un peu la logique de ce que vous mettez en place, hein. C'est-à-dire, on va voir les jeunes où ils sont, on les interroge sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie de faire. Et une fois qu'ils ont compris que ils étaient dans une structure, on pouvait écouter autre chose que la problématique pour trouver un emploi, comment se loger, etc., etc. Eh ben, ça les intéresse. On veut qu'on s'intéresse à eux et après, on peut construire des projets complètement atypiques qui répondent à leurs besoins. Par exemple, on a fait un tournoi Mario Kart avec 15 jeunes qui ont invité des copains, donc qui n'étaient pas suivis par la mission locale, avec un conseiller, etc. Et en fait, après, les jeunes se sont dit, bah oui, c'est une structure sympa, j'y reviens. Et puis après, là, je travaille effectivement mon projet. Donc, je pense que c'est aussi le rôle des missions locales de travailler ces questions, de s'adapter aux jeunes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et je trouve que c'est complètement normal, quoi. Juste 3 secondes pour répondre, parce que, alors je vous présente mes excuses parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. J'exprimais plutôt ce que pensent certains jeunes. On travaille beaucoup avec les missions locales sur Bordeaux, Marmande et Pau. Donc, on sait très bien qu'on travaille ensemble et dans la même direction. Mais c'est vrai que c'est une déformation de ce que j'ai rencontré en fait sur ces 2 dernières années. C'est qu'on a des jeunes effectivement qui assimilent les missions locales, toutes les représentations fausses, hein, on est bien d'accord, toutes les représentations qu'ils ont. Donc, je suis désolée et je suis très contente de travailler depuis des années avec toutes les missions locales du territoire et j'espère que ça va continuer.
Merci.